The Substance est sorti au cinéma ce 6 novembre. C'est un film de Coralie Farja qui a déjà à son actif le film Revenge, réécrivant les codes du film de Rape and Revenge classique en y ajoutant une vision féministe. Elle s'attaque cette fois avec la complicité de Demi Moore et Margaret Qualley, rien que ça, au style du body horror, un sous-genre du film d'horreur qui se concentre sur les modifications, les transformations ou les mutations du corps humain de manière terrifiante ou grotesque. The Substance raconte donc l'histoire d'Elizabeth Sparkle, interprétée par Demi Moore, une actrice vieillissante qui se voit évincée de son émission de fitness pour faire place à une femme plus jeune. Afin de rester dans cette industrie obsédée par la jeunesse, elle découvre un produit chimique miracle, The Substance, qui lui permet de créer une version rajeunie d'elle-même. Et évidemment, des effets secondaires inquiétants vont se manifester. Auréolé du prix du scénario à Cannes, le film est déjà plébiscité comme étant l'un des meilleurs films de body horror et est vu même comme une révolution du film d'horreur féministe, en dénonçant les sacrifices que les femmes doivent faire pour répondre aux attentes patriarcales, tout en essayant de trouver leur place face à cette oppression. À l'occasion de la sortie de ce film, prenons un peu de temps pour parler de 5 films réalisés par des femmes, abordant des thèmes féministes et s'orientant vers ce genre bien dérangeant qu'est le body horror. Et on débute avec un film qui mériterait d'être beaucoup plus connu et regardé. Il s'agit de American Mary, réalisé par les sœurs jumelles canadiennes Jen et Sylvia Soska, et porté par Katharine Isabelle, que l'on a pu voir dans le aussi très injustement sous-estimé Ginger Snapes de John Fawcett. Cette actrice incarne ici Mary Mason, une étudiante en médecine talentueuse fauchée qui va devoir, pour se faire de la thune, se tourner vers des pratiques clandestines de modification corporelle extrême. Et plus elle découvre ce monde de la chirurgie underground, plus elle se trouve attirée par cette communauté de personnes en quête de transformation corporelle non conventionnelle. Mais malheureusement, sa nouvelle vocation la pousse également dans une spirale de violence et de vengeance après avoir été agressée sexuellement par un de ses professeurs. Mais plus qu'un film de Rape and Revenge classique, ce film va nous ouvrir les portes du body art et nous présenter toute une galerie de personnes modifiées, et ce sans aucun voyeurisme ou volonté d'effrayer comme on a malheureusement trop l'habitude d'en voir, rendant ainsi hommage à toute une communauté underground. En plus de ça, ce film est viscéralement féministe, puisque Marie se tourne vers la chirurgie clandestine, non seulement pour infliger à son agresseur une punition extrême, mais aussi pour subvertir l'idée de contrôle masculin sur le corps féminin. Elle devient maître de son corps, offrant à d'autres femmes la possibilité de s'approprier le leur, et ce même si c'est de manière radicale. Cela représente donc une résistance aux normes sociétales imposées et une critique de l'objectification féminine. American Mary utilise alors le body horror pour dénoncer les abus de pouvoir, souligner la quête de contrôle des femmes sur leur propre corps et bien entendu critiquer un système patriarcal oppressif. Il est disponible sur Canal VOD, donc n'hésitez pas à foncer le voir, même si, je dois quand même le préciser, les scènes d'opération sont assez réalistes et peuvent être dérangeantes. Sans oublier bien sûr que l'ambiance entière du film est très particulière et aborde évidemment, vous l'aurez compris, des sujets sensibles. De toute manière, vu le thème que j'ai choisi, tous les films que je vais proposer vont aborder des sujets sensibles, soyons honnêtes. Et on enchaîne avec un autre film canadien, Bloodthirsty, de la montréalaise Amelia Moses, qui va suivre Grey, une pop star indé interprétée par Lauren Beatty, qui, après avoir connu le succès avec un premier tube, va devoir sortir son prochain album. Sous pression alors qu'elle travaille sur sa musique, elle commence à avoir des hallucinations inquiétantes où son corps commence à prendre des traits animaliers. Le destin de Grey va changer lorsque elle et sa petite amie Charlie sont invitées dans le manoir isolé de Vaughn Daniels, joué par Greg Brick, un producteur de musique au passé douteux. L'impression de réussir devient de plus en plus écrasante, ce qui conduit Grey à arrêter ses médicaments, ce qui va permettre à une force destructrice tapie en elle de se manifester. Et ce film, c'est en fait un film qui se veut une vision assez originale du mythe du loup-garou. Et cette transformation physique de Grey en loup-garou sert de métaphore dans sa lutte pour se trouver artistiquement et personnellement. Elle doit naviguer entre ses désirs artistiques, ses relations personnelles, mais aussi sa santé mentale, ce qui souligne l'idée que les femmes ne doivent pas sacrifier leur identité pour le succès. À travers les hallucinations et les transformations de Grey, le film questionne aussi les normes de beauté et les attentes irréalistes que la société impose aux femmes,
ici dans le cadre de l'industrie de la musique. Sa lutte contre ses propres instincts et ses désirs reflète une critique des pressions sociétales sur l'apparence et le succès. En somme, Bloodthirsty aborde des thèmes de pouvoir, d'identité et de relations entre femmes, tout en mettant en lumière les défis auxquels les femmes doivent faire face pour trouver leur place dans une société patriarcale. Et cette fois, nous partons au Brésil, à la rencontre du film As Boas Maneiras, excusez mon portugais, ou Les Bonnes Manières en français. Je triche un peu cette fois puisque le film est réalisé en duo. Il y a bien une femme, Juliana Rojas, mais sacrilège, il y a aussi un homme avec Marco Dutra. Mais bon, comme ce film est à mes yeux une petite curiosité bien sympathique, j'étais obligé de le citer. L'histoire tourne autour de Clara, une infirmière solitaire de la banlieue de Sao Paulo, jouée par Isabelle Soa, qui est embauchée par la riche et mystérieuse Anna, interprétée par Marjorie Estiano, pour être sa gouvernante et future nounou pour son enfant à naître. Au fur et à mesure que la relation se développe, un lien se forme entre les deux femmes. Mais lors d'une nuit de pleine lune, les choses prennent une tournure beaucoup plus sombre. C'est un film qui va dans plein de directions, passant du drame social à la comédie romantique, du dessin animé au film musical et du conte de fées à l'horreur pure. Le body horror n'a qu'une petite place dans ce film, le rendant probablement plus accessible que les films précédemment cités, mais il a toutefois la portée féministe que je cherche, avec le lien entre Clara et Anna qui évolue d'une relation employeur-employé vers une connexion émotionnelle plus profonde, ce qui met en évidence l'importance de la solidarité féminine et la complexité des relations entre femmes, chose que l'on voit que très peu dans le cinéma grand public. Plus que ça, Les Bonnes Manières abordent le thème de la maternité, présentant une vision nuancée de ce que signifie être mère. Le film sert à mon sens à remettre en question les récits traditionnels autour de la maternité, en particulier en ce qui concerne les attentes de la société et les sacrifices consentis par les femmes, tandis que les éléments d'horreur et de fantaisie servent de toile de fond aux transformations des personnages, à la fois littérales et métaphoriques, et leur reconquête bien évidemment du pouvoir et de l'identité. Un thème qui est quand même assez récurrent dans le body horror. Bref, pas facile de parler de ce film sans trop en dire, mais Les Bonnes Manières va au-delà des genres, que ce soit des genres cinématographiques ou le genre des sciences sociales, et présente une riche mosaïque d'expériences et de relations féminines, remettant en question les normes entourant la maternité et la féminité. Et après le Canada et le Brésil, il est temps de retourner en Europe, et plus précisément en Suisse, avec le film Blue My Mind, réalisé par Lisa Brullmann, et qui suit Mia, une jeune fille de 15 ans jouée par Luna Wedler, qui subit une transformation inquiétante en sirène après avoir déménagé dans une nouvelle ville. Alors qu'elle est dans sa nouvelle école et essaie de s'intégrer à un groupe d'étudiants un peu rebelles, elle fait face à des défis typiques de l'adolescence, en plus de ses changements physiques bizarres. Et oui, après les loups-garous, il est temps de passer aux sirènes. Et croyez-moi, on sous-estime beaucoup trop les films de sirènes. Je devrais en faire un top un de ces jours d'ailleurs. Bref, le film aborde avec franchise et réalisme les pressions auxquelles les jeunes femmes sont confrontées en matière d'image corporelle, de sexualité et d'attentes sociétales pendant l'adolescence, mettant en valeur la lutte de Mia pour être acceptée dans son nouvel établissement, tandis que la transformation de Mia en sirène symbolise sa quête d'identité et les changements que subit son corps pendant la puberté, mettant l'accent ainsi sur les thèmes de l'acceptation de soi et de l'autonomie corporelle. Un film qui peut faire penser dans ses thématiques à Grave de Julia Ducournau, mais avec une sirène à la place du vampire. Et bien évidemment, vous voyez la transition venir, puisque comment ne pas évoquer Julia Ducournau en parlant de body horror féministe et de son chef-d'œuvre Titane, qui a remporté la Palme d'Or à Cannes en 2021. Et oui, je sais que beaucoup de gens n'ont pas aimé, voire détesté ce film, qui n'ont pas compris pourquoi il avait eu cette Palme d'Or, mais à mes yeux, ça reste un des meilleurs films de 2021, si ce n'est même le meilleur film de 2021. Donnez-moi des contre-exemples de films sortis en 2021, et peut-être que je remettrai ça en perspective, mais là, pour l'instant, il n'y a que ça qui me vient. Mais bref, Titane donc suit Alexia, jouée par Agathe Roussel, une femme qui, après un grave accident de voiture alors qu'elle était enfant, reçoit une plaque de titane implantée dans son crâne. Des années plus tard, elle devient un gogo danseuse dans des salons automobiles, développant une obsession inquiétante pour les voitures. Après avoir commis une série de meurtres, et pour échapper à la police, elle se fait passer pour Adrien, un garçon disparu depuis 10 ans. Le père d'Adrien, Vincent, joué par Vincent London, chef des pompiers, la recueille, la croyant être son fils perdu depuis longtemps.
Et alors que le corps d'Alexia subit d'étranges transformations liées à une grossesse improbable et monstrueuse, la relation entre elle et Vincent évolue, aboutissant à une conclusion choquante et totalement surréaliste, qui m'a fait adorer ce film. C'est un film donc qui remet en question les normes et les attentes traditionnelles en matière de genre, notamment à travers le personnage d'Alexia. Sa transformation et son identité à la fois en femme et en homme soulèvent des questions sur la fluidité du genre et les contraintes que la société impose aux individus en fonction de leur identité de genre. De plus, Alexia incarne une forme d'action qui est souvent refusée aux personnages féminins dans les films d'horreur. Ces actions violentes peuvent être considérées comme une reconquête du pouvoir dans un monde qui victimise souvent les femmes. Plutôt que d'être dépeinte comme une victime passive, Alexia s'engage activement dans ses pulsions violentes, ce qui remet en question les représentations traditionnelles des femmes dans les films de genre. Le film critique donc les structures patriarcales représentées par le personnage de Vincent, qui est au départ une figure d'autorité et de contrôle, et la relation complexe d'Alexia avec Vincent expose les vulnérabilités de la masculinité et les façons dont les rôles de genre traditionnels peuvent être subvertis et redéfinis. Et finalement, le film présente la maternité de manière non conventionnelle et subversive. La grossesse d'Alexia est décrite de manière dérangeante et surréaliste, reflétant les complexités et les angoisses entourant la maternité. Tout ça fait que ce film dresse un portrait critique des attentes sociétales envers les femmes, qui sont considérées généralement comme nourricières et passives, et va ici présenter plutôt la maternité avec une perspective plus chaotique et violente. Titan combine des éléments d'horreur, de body horror et de surréalisme pour défier et critiquer les normes de genre. Et sa célébration au Festival de Cannes, accompagnée du discours de Julia Ducournau, en fait à ce jour une entrée importante dans le discours cinématographique féministe et du film de genre. Et voilà, 5 films de genre, 5 films de body horror qui ont à leur manière apporté leur petite ou grande touche dans les représentations féminines à l'écran. On remarque en effet qu'à travers leurs récits singuliers et leurs personnages complexes, ces films prônent une redéfinition de la féminité, permettant une exploration plus nuancée de l'émancipation et de la transformation des femmes. En embrassant le grotesque et l'anormal, ces cinéastes créent un espace de discussion sur l'autonomie corporelle, les pressions de la maternité et la reconquête du pouvoir dans une société patriarcale. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, et pour ma part, moi j'ai trouvé ça très cool à faire, parce que mine de rien, quand on parle cinéma, on parle souvent d'hommes blancs, et les choses sont en train de changer pour le mieux, il me semble, même si il y a encore du boulot à faire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, on approche tranquillement, mais sûrement les 1000 abonnés, à liker la vidéo, la commenter et la partager. Et quant à moi, je vous fais des bisous.